Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. Donc, on est très heureux ce soir de recevoir Alexandre Pham, qui est X94 et qui va nous parler d'un sujet très important, c'est la pénurie de main-d'œuvre, peut-être, ce qu'on entend en France en ce moment. Donc, beaucoup de secteurs d'activité qui ont du mal à trouver des ressources de qualité. Donc, voilà, Alexandre, c'est à toi. Si tu veux commencer par te présenter, ensuite nous présenter des éléments sur ce sujet pour une quinzaine de minutes. Voilà. C'est à toi. Très bien. Merci beaucoup, Laurent, pour ton invitation. Bonjour à tous. Je suis Alexandre Pham et ravi en tout cas de partager cet échange en tout cas avec vous sur le sujet évidemment épineux de la crise de la main-d'œuvre en France. Et je vais commencer avec une petite devinette pour ceux d'entre vous qui sont connectés actuellement. Je ne sais pas si vous voyez cette image et je ne sais pas si elle vous évoque un souvenir particulier. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous êtes connecté, à intervenir directement sur le chat pour voir effectivement si cette image vous rappelle quelque chose ou pas. Je vous laisse encore 5-6 secondes. Mais écoutez, Moi, pour je ceux sais qui ont une pas. bonne mémoire, cette image date du 15 septembre 2018. Vous vous souvenez peut-être, à droite, vous avez un jeune horticulteur qui s'appelle Jonathan, qui interpelle notre président Emmanuel Macron en lui disant en gros, voilà, je suis au chômage depuis plusieurs mois, est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver un boulot? Et le président Macron, avec on va dire, son tact habituel, lui répond du tac au tac, bah, écoute, si tu veux du boulot, c'est simple, tu n'as qu'à traverser la rue, il y en a de l'autre côté de la rue, il cherche plein de gens dans les magasins, dans la restauration, près de la gare. Voilà, donc évidemment, cette réponse a fait les choux gras de la presse, évidemment, mais c'est vrai qu'il pointe du doigt un des paradoxes qu'on vit en France, qui est effectivement cette inadéquation qu'on a entre à la fois des gens qui cherchent un emploi et puis des gens effectivement, qui sont à la recherche de salariés avec qui travailler. Et juste ce paradoxe, pour mettre quelques chiffres, hein, on a d'un côté, sur l'écran de gauche, effectivement, on se gargarise aujourd'hui d'avoir finalement un taux de chômage qui est quasiment un des plus bas historiques aujourd'hui sur la France et qui s'élève alors entre 7 et 8% de taux de chômage, là où quand même nos voisins européens tournent plutôt aux alentours de 4% de taux de chômage. Et on a, si on regarde la partie droite de l'écran, de plus en plus d'entreprises qui évoquent les difficultés de recrutement comme étant une des sources majeures de problématiques pour elles. Et on vit un peu ce paradoxe très franco-français où finalement ne serait-on pas finalement une situation de quasi plein emploi en France tout en ayant un chômage proche de 8%. Alors pour vous en parler, c'est vrai que deux petits mots un petit peu sur moi et mon parcours. Hein. Je suis vraiment au cœur de cette problématique-là puisque j'ai monté il y a maintenant presque une quinzaine d'années un groupe de recrutement et d'intérim. Je peux donner quelques mots là-dessus. Hein. J'ai lancé le groupe Mister Temp en 2009. On est aujourd'hui un acteur majeur du recrutement et du travail temporaire. Et pour donner quelques chiffres clés, aujourd'hui, je fais travailler effectivement près de 40 000 intérimaires chaque année chez près de 9 000 clients différents et un peu partout en France. J'ai un réseau aujourd'hui de plus de 150 agences sur à peu près tout le territoire. Donc, c'est vrai que cette problématique poignante de l'emploi, je la vis au quotidien depuis plus de 10 ans maintenant, sur des contrats d'une durée allant de 4 heures jusqu'à des recrutements en CDI. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette problématique, effectivement, des difficultés de sourcing, c'est une réalité aujourd'hui qui est extrêmement forte, extrêmement poignante chez tous les clients que je peux côtoyer aujourd'hui. Et ce que j'aimerais avec vous, c'est vraiment évoquer très simplement quelles sont, selon moi, les sources principales de cette problématique et quelles peuvent être peut-être des pistes, en tout cas explorées, pour y remédier. Alors, juste une diapositive pour en parler. Et je vais aller, on va dire, des problématiques, on va dire, les plus consensuelles jusqu'à celles qui sont les plus sensibles, voire complètement tabous, si vous voyez effectivement ce que vous voyez à l'écran. Alors d'abord, évidemment, le sujet le plus consensuel dont tout le monde parle, c'est la fameuse inadéquation entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Tout le monde n'arrête pas de dire qu'aujourd'hui, en France, on manque d'infirmiers, on manque évidemment de développeurs informatiques, on manque aussi de soudeurs, donc ce n'est pas réservé uniquement au profil Bac+18, on manque aussi de chauffeurs routiers, etc. Et à l'inverse, on a beaucoup de gens qui sortent de filières de sciences humaines, de communication, de filières STAPS, qui ont du mal à trouver un emploi.
Et beaucoup de gens parlent, à juste titre d'ailleurs, de la nécessité de développer la formation continue des individus de façon à ce qu'ils puissent finalement mieux répondre aux besoins. Alors, c'est évidemment un sujet indéniable qui a été beaucoup traité. Le point, moi, qui me paraît en tout cas assez paradoxal et dont on parle finalement, à mon sens, assez peu, c'est la question de l'orientation. Je trouve assez paradoxal de se dire que là où un des problématiques, en tout cas les plus criantes en termes de chômage, c'est le chômage des jeunes, moi, qui dépasse 15%. Donc, c'est paradoxal de dire que des jeunes qui sortent de leur formation initiale, et pour certains, ils ont une formation initiale, se retrouvent immédiatement en situation de recherche d'emploi difficile, tout simplement parce que la formation initiale qu'ils ont reçue ne correspond pas du tout aux attentes du marché. Donc, ce qui a été fait dans le sens de l'apprentissage, par exemple, récemment, va vraiment dans le bon sens en vue de rapprocher vraiment les étudiants du monde de l'entreprise. Mais je pose la question vraiment de l'orientation. On sait aujourd'hui qu'on envoie des jeunes sur des filières STAPS, par exemple, enfin, des filières de sport qui sont très à la mode en ce moment. Mais on sait déjà aujourd'hui qu'un jeune sur deux qui s'engage dans cette voie-là ne trouvera pas un emploi par la suite. C'est un exemple. C'est aussi vrai pour les filières de communication. Et à l'inverse, on a des filières aujourd'hui où on sait déjà aujourd'hui qu'on n'aura pas les ressources dans 2 ans. Et à nouveau, je ne parle pas que des profils d'informaticiens Bac+12. C'est vrai pour les chauffeurs poids lourds, c'est vrai dans le bâtiment, par exemple. Et une des mesures, je pense, assez simples à mettre en œuvre, c'est donner un minima, un maximum de transparence sur les étudiants à l'entrée d'une filière. Vous savez que vous avez X% de chance de retrouver un boulot à l'issue et voici le niveau de rémunération. Moi, j'ai déjà rencontré en entretien des candidats qui sortaient de filière de formation de communication Bac+5, qui galèrent et qui, au bout de 12 mois de recherche, de me dire, écoutez, donnez-moi un boulot, n'importe lequel, même en tant qu'hôtesse d'accueil, parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de bosser. Et imaginez la frustration énorme qu'on crée pour le jeune, le gâchis en termes de ressources, en termes de formation. Et c'est quelqu'un, en l'occurrence, qui m'avait dit, j'avais hésité à prendre des études de comptabilité. Si à l'époque, on avait rentré l'étude de comptabilité, elle aura un boulot aujourd'hui. Premier sujet assez consensuel. Deuxième sujet, c'est le sujet de disparité géographique. Là aussi, on en parle très souvent et c'est une réalité aussi. Moi, j'ai une agence effectivement qui se trouve à Esnay en Vendée, le taux de chômage inférieur à 2%. Vous êtes d'autres régions où le taux de chômage est évidemment beaucoup plus important. Et on voit bien qu'on a cette disparité géographique qui est extrêmement forte aujourd'hui. Et c'est vrai que je trouve que notamment la partie aide au logement, qui est un élément extrêmement important pour créer cette dynamique-là, les contraintes spécifiques au marché français ne facilitent pas la mobilité. On voit bien que pour prendre un logement, il faut un CDI typiquement qui est confirmé, donc hors période d'essai. Vous doutez bien que prendre un nouvel emploi, une nouvelle géographie, c'est beaucoup plus complexe d'aller prendre un nouveau logement. Et j'ai vu passer quelques articles effectivement récemment qui suggèrent que notamment une partie du logement social peut être aussi orientée vers des gens sur de la mobilité géographique qui cherchent un emploi en particulier. Je pense que ce serait une idée à creuser, notamment pour des missions court terme. C'est vrai que pour les recherches en CDI, il y a des choses qui existent. On a beaucoup aussi d'emplois. Pour rappel, plus de 90% des embauches en France aujourd'hui sont sur des contrats à durée déterminée, soit intérim ou CDD. Et c'est vrai que cantonner la recherche d'emploi à uniquement des CDI, je pense que c'est assez dommage et on se prive d'un grand vivier de création d'emplois. Il faut que les gens puissent, pour partir à la saison de la cueillette qui a lieu effectivement dans le sud de la France pour une période de 2-3 mois, donc permettre à ces personnes de trouver un logement pendant 2-3 mois, pendant ces périodes-là, de façon à subvenir aux besoins d'emploi qu'ont les entreprises dans la région. Troisième sujet, qui est déjà un peu plus tabou, pour vous dire que les 2 points que j'évoquais précédemment sont justes, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des bassins d'emploi, le taux de chômage est élevé, supérieur à 10%, et pour lequel les entreprises qui recherchent des profils, alors je reprends la terminologie qu'emploient nos clients parfois, des profils simplement 2 bras, 2 jambes. Les clients qui me disent, écoutez, je viens de chercher quelqu'un qui n'a aucune qualification requise pour venir faire par exemple de la préparation de commandes, de la manutention. Voilà, je n'ai aucune qualification des requises. Et malgré tout, sur ces demandes-là, on n'arrive pas parfois à pourvoir les besoins. C'est-à-dire qu'il y a autre chose au-delà du simple problème d'inéquation, formation, qualification, des disparités géographiques. Il y a également, et c'est un sujet qui est un peu tabou, vraiment l'écart qui reste, à mon sens, encore trop faible entre le travail et le non-travail. D'ailleurs, c'est ce que les gens disent de façon assez pudique en disant qu'il faut revaloriser les salaires, les bas salaires dans les métiers compliqués tels que la restauration, par exemple, et autres, ce qui est du reste vrai. Mais ce que ce débat occulte, c'est que les gens qu'on inciterait à aller travailler en hôtellerie, restauration,
en augmentant les salaires, où est-ce qu'on va les chercher? Si c'est pour les dépeupler l'industrie, pour les remettre dans l'hôtellerie-restauration, vous doutez bien que ça n'est jamais que transvaser un problème vers un autre. La réalité, c'est quoi? C'est des gens qui sont en situation de non-travail aujourd'hui, qu'on va inciter à les travailler en ayant un salaire plus important. Et je pense que là aussi, on peut travailler de façon plus précise dans l'incitation à travailler. Et d'ailleurs, les réformes qui sont faites en ce moment du côté de l'indemnisation donnée par le chômage, alors sont beaucoup orientées vers la réduction des coûts, mais pourraient être un petit peu plus vers vraiment l'incitation au travail. Il y a aujourd'hui, et c'est une réalité aussi, des personnes qui sont sur des profils pénuriques, qui n'auraient aucun problème à trouver un travail et qui sont encore inscrits au chômage aujourd'hui. Et je pense que c'est dommage en termes à la fois de dépenses publiques, mais également de ressources dont on se prive dans l'entreprise. Mais à nouveau, c'est un sujet évidemment qui est éminemment sensible. Et dernier point, alors qui est le plus sensible, et j'en terminerai là, c'est la question de l'immigration. Alors évidemment, loin de moi l'idée d'aborder les sujets plus politiques sur la pertinence ou non de l'immigration pour les questions d'intégration ou les questions sociétales. Là n'est pas mon propos. Mon propos est simplement de constater qu'on a aujourd'hui des secteurs pénuriques qui font appel à de la main-d'œuvre étrangère. Et alors, je mets de côté également toute la question du travail détaché qui porte tout un sujet qui est assez malsain d'ailleurs, sur du dumping social en termes de conditions. On a aujourd'hui des entreprises, par exemple dans l'ouest de la France, qui ne trouvent pas des profils effectivement français et qui font appel à des équipes entières de Polonais, par exemple, qui travaillent sur des contrats français. Donc, on est bien, il n'y a absolument aucun dumping de rémunération parce qu'ils ne trouvent pas les ressources en France. Alors, quand on parle de Polonais, ça va encore parce que dans l'UE, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un vrai paradoxe, une vraie inadéquation entre la réglementation sur l'immigration et la réalité du marché du travail. Pour donner quelques lignes sur le sujet, on a une réglementation autour de l'immigration qui est vraiment inspirée des années 80, dans laquelle finalement, il fallait mettre tout un tas de garde-fous pour éviter, et je caricature volontairement, je grossis le trait, que quelqu'un qui vient immigrer vienne prendre le travail qui potentiellement peut donner à un Français. Soit, et je prends l'exemple effectivement des gens qui sont des réfugiés politiques qui viennent par exemple, ou des réfugiés ou des demandes d'asile qui ont lieu en France, sont des gens qui ont simplement une interdiction très formelle de travailler sur le territoire français, quelle que soit leur qualification, quelle que soit leur appétence à travailler, et des gens qui vivent d'ailleurs, qui sont du coup subventionnés quelques dizaines d'euros par mois, enfin quelques centaines d'euros par mois, pour rester sur le territoire français avec une interdiction de travailler. Alors, vous doutez bien que ça crée un vrai paradoxe, puisque ce sont des gens qui, du coup, qui coûtent de l'argent aux contribuables, qui ont interdit de travailler, alors que certains auraient les qualifications pour travailler. Et à côté de ça, on a des entreprises qui souhaiteraient pour certains les embaucher, mais qui ont une interdiction formelle de le faire. Alors, je sais que c'est un sujet qui est évidemment sensible et qui a plein de facettes très différentes, mais je trouve qu'une approche qui serait plus pragmatique, de dire finalement, il y a aujourd'hui des emplois sur lesquels on a besoin de compétences qu'on n'a pas forcément en France aujourd'hui. Le bâtiment est tout à fait caricatural, ce titre-là. La cueillette dans l'agriculture, ils sont des sujets comme d'autres. Pourquoi ne pas permettre à des gens qui subviennent à un besoin aujourd'hui qui est important, qui est criant, de pouvoir venir travailler en France, et plutôt que de faire une réglementation, il existe aujourd'hui des listes établies par les préfectures sur des qualifications déterminées, etc. Donc, une vision qui est finalement très colbertiste de l'économie, donc des listes définies par les préfets, qui datent, je crois, pour les dernières d'une dizaine d'années parce qu'ils n'ont jamais été mises à jour, qui permettent finalement d'autoriser le travail, pour ne pas avoir de solutions un peu plus souples. Par exemple, que ça se fait aux États-Unis, où il faut payer un certain montant, typiquement 2, 3, 4, 5 000 euros, pour permettre à un étranger de venir travailler en France, sur un contrat d'une donnée assez longue, ce qui quelque part garantirait qu'on répond bien à un problématique de pénurie pour permettre de remplir un emploi en France. Quelques pistes que j'évoque, qui sont évidemment à prendre avec beaucoup de pincettes parce que c'est un sujet évidemment sensible, mais en tout cas qui sont des sujets assez importants à mon sens si on veut résorber les problématiques du chômage telles qu'on connaît en France. Merci à vous en tout cas. Merci Alexandre, c'était une introduction très claire et déjà très riche. Alors, il y a déjà des questions dans le chat. Je vais te les poser par batch, comme il y en a beaucoup déjà, et je te laisserai répondre ensuite, et puis on fera le batch suivant. Alors, premier batch, donc de Daniel Namias, orientation prospective. Il faut pouvoir dire en cours de troisième quel sera le marché de l'emploi à 5-10 ans. Est-ce que c'est possible de prévoir la situation du marché de l'emploi à si longtemps à l'avance?
mobilité géographique, faut-il supprimer les frais de notaire au lieu de les augmenter? Et Hubert, dans le même registre, dans le même sujet du logement, Valérie Pécresse veut augmenter le nombre de propriétaires. N'est-ce pas un obstacle à la mobilité? Voilà, je te laisse répondre à ces 3 premières questions. Oui, il y a des petits sujets effectivement complexes. Alors, d'abord, sur la partie effectivement prospective du marché de l'emploi, alors oui, effectivement, c'est compliqué effectivement d'avoir une anticipation à 5 et 10 ans pour certaines typologies d'emploi. Et je pense, enfin, bien prétentieux, celui qui va dire effectivement aujourd'hui quels seront effectivement la réalité des besoins à 5-10 ans. Ce qui est un petit peu, parce qu'il y a une réalité comme aujourd'hui, hein, quand on parle de profil, je pense en particulier aux soudeurs, au profil de chaudronniers, au profil de chauffeurs poids lourds, hein, c'est des pénuries, ils existent depuis 15 ans. Moi, ça fait 15 ans que je suis entré dans l'intérim. Il y a 15 ans, on disait les soudeurs, c'est compliqué. Les chauffeurs poids lourds, c'est compliqué. Donc, il y a des réalités aujourd'hui qui sont des réalités qui sont assez poignantes et qui ne sont pas simplement conjoncturelles sur des données effectivement assez courtes de quelques années. Et je trouve, à minima, je pense, sans vouloir être prétentieux sur l'orientation qu'il y aura dans 5-10 ans, ne serait-ce que donner la photo actuelle des disparités et des réalités des rémunérations serait déjà une indication assez éclairée et intéressante, plutôt que, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, où on promeut plus une vision qui est très centrée sur l'individu. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et du coup, fais ce que tu as envie de faire et on verra ensuite, ça se passera bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Sur la question de la mobilité géographique, alors c'est vrai que je ne suis pas du tout un expert du domaine, je réponds avec beaucoup d'humilité. Hein. C'est vrai que tous les frais de frottement type frais de notaire sont des points qui sont importants évidemment et qui viennent gréver en tout cas la capacité de devenir propriétaire. Je pense que, et ça rend plus la question suivante aussi sur nos propriétaires, je pense que une des solutions, si on facilitait la mobilité et si on veut, notamment pour les contrats courts, hein, c'est aussi permettre en fait, des solutions de location qui sont plus souples, plus rapides, plus flexibles que forcément des engagements de propriété. Alors, qui peuvent être intéressantes aussi pour des prises en CDI, mais je pense qu'il y a vraiment 2 volets à traiter. Le plus facile à traiter, c'est plus l'accès effectivement en termes de location, voire de logements sociaux qui peuvent exister parfois, qui me paraissent effectivement plus faciles à actionner que toutes les contraintes liées à l'accès à la propriété en tant que tel, qui restent quand même assez enfin, en tout cas plus lourdes et plus complexes, parce que vous touchez du doigt effectivement les implications en termes de facilité d'emprunt, qui sont plus complexes et toutes les garanties demandées par les banques pour de prendre un emprunt immobilier, etc. etc. Ok, merci Alexandre. Alors, donc je continue. Donc, il y avait d'autres questions sur augmenter les salaires est inflationniste. Ne vaut-il pas mieux diminuer les indemnités chômage et leur durée? CDD de 1 mois pour les demandeurs d'asile dûment inscrits. Alors, est-ce que c'était ça l'idée qu'on pourrait mettre en place? Et donc, Hubert, une nouvelle question. Il n'y a pas dans les millions de chômeurs indemnisés des personnes qualifiées pour la cueillette. Donc, voilà, est-ce que voilà, dans ce vivier de chômeurs, il n'y a pas des gens qui seraient en fait tout de suite disponibles pour les tâches qui manquent? Et peut-être je vais rajouter une question peut-être plus globale sur les indemnités chômage. Il y a eu une réforme qui est passée récemment. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça va dans la bonne direction? Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux sur les indemnités chômage? Voilà. Oui. Alors, d'abord, oui, est-ce qu'il y a des personnes qualifiées pour faire la cueillette parmi tous les chômeurs qui existent aujourd'hui? La réponse est bien évidemment oui. Alors, la cueillette ne nécessite pas non plus, ce n'est pas fait forcément pour n'importe qui, mais évidemment, il y a des gens aujourd'hui qui seraient à même, dans termes de qualification, de faire la cueillette. De même qu'aujourd'hui, je rencontre des difficultés de trouver des préparateurs de commandes. Enfin, je travaille aujourd'hui pour des grandes plateformes logistiques. Il faut mettre des objets dans des cartons, aucune qualification requise, et on a du mal à pourvoir ces postes-là. Clairement, aucune qualification, et dans des bassins d'emploi avec un taux de chômage parfois supérieur à 10%. Donc, la réalité, oui, c'est qu'il y a des profils aujourd'hui qui sont au chômage aujourd'hui, qui seraient tout à fait aptes à venir prendre des missions, notamment des missions courtes, mais qui n'ont pas forcément une incitation forte pour le faire. Alors maintenant, comment faire cette incitation? Je pense qu'il y a la vision un peu théorique de dire que lorsqu'on refuse, qui est la version un peu de Pôle emploi d'ailleurs, hein, lorsqu'on refuse une offre qualifiée qu'on peut remplir, on ne peut pas refuser plus d'un nombre de fois, sinon on perd son droit d'indemnisation. La réalité, c'est que la mise en place en pratique, elle est complexe. Qu'est-ce qu'un emploi acceptable pour quelqu'un?
On est toujours dépendant également de la volonté du conseiller Pôle emploi. Est-ce qu'il est prêt à actionner cette démarche-là ou pas? C'est complexe. Maintenant, mettre en place des systèmes microéconomiques de dégressivité, effectivement, voire de plafonnement, et c'est un petit peu tabou, mais c'est une réalité aussi, de l'indemnisation Pôle emploi, permet en tout cas de pouvoir conjuguer à la fois l'impératif de protection des gens qui vraiment ont du mal à trouver un emploi parce qu'il y a des situations particulières qui peuvent le traiter, tout en incitant fortement des gens qui peuvent travailler à aller travailler. Je crois qu'on l'a tous vécu. Moi, j'ai des tas de copains, lorsqu'ils ont été, effectivement, ils ont pu perdre leur emploi, ils se sont dit, bon, ben, je me donne 6-12 mois un peu tranquille pour effectivement réfléchir à ce que je veux faire avant de recommencer à bosser. Donc, c'est un vrai luxe, mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut un peu moins se permettre aujourd'hui. Alors, pour remonter un petit peu sur les questions, sur la question de l'inflation sur les salaires, oui, clairement, enfin, l'augmentation des salaires a un effet inflationniste, évidemment. Bon, alors, j'ai deux visions. Hein. J'ai ma casquette comme un peu, on va dire, sociale, avis très personnel, notamment en Île-de-France, par exemple. Je trouve anormal que quelqu'un qui travaille à temps plein, en termes de salaire net, ait du mal, effectivement, à pouvoir joindre les deux bouts en fin de mois avec un salaire à temps plein. Et c'est une réalité aujourd'hui. Je ne trouve pas non plus choquant que des personnes qui travaillent à temps plein aient une rémunération nette, j'insiste sur le net, qui soit plus forte en termes d'incitation. D'où la question se pose aussi typiquement de l'écart entre le brut et le net qui reste encore assez important, même pour des salaires au SMIC. Il y a beaucoup d'allègements de charges, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cotisations qui rentrent en ligne de compte aussi. Maintenant, c'est vrai que effectivement, quand je dis que pour résorber vraiment le chômage, et cette question de l'écart entre le coût du le non-travail et le travail qu'il faudrait amplifier, il faut également travailler sur la dimension effectivement indemnisation qu'il faut effectivement raccourcir et minimiser si on veut inciter des gens à travailler. Et c'est surtout le cas sur des missions courtes. Moi, je lis beaucoup sur des contrats, surtout pour les CDI, c'est plus facile à trouver quelqu'un. Lorsqu'il y a trouvé une mission pour une semaine, pour gagner quelques euros, quelques dizaines d'euros en plus, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, non. Ok. Merci. Et alors peut-être, et ton avis sur la réforme récente de l'assurance chômage, c'est ce que tu en penses? Oui, alors je pense qu'elle va dans le bon sens parce qu'effectivement, on a introduit effectivement un peu moins de rémunération pour un peu plus de dégressivité dans la rémunération, effectivement. Mais je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin, effectivement, dans cette démarche-là, en termes notamment de dégressivité, notamment sur les qualifications qui sont notamment pénuriques. Ok, super. Alors, je continue. Nouveau batch de questions. Alors, combien d'années d'études pour devenir chauffeur de poids lourd? Donc, ça, c'est une question technique. Alors, peut-être on peut s'arrêter à celle-là. Ouais, je ne vais pas répondre précisément parce que je risque de dire une bêtise, mais enfin, ce n'est pas 8 ans. C'est un chauffeur. Enfin, voilà, donc, c'est comme un permis, donc ce n'est pas quelque chose qui se fait non plus en 2 semaines. Mais ce n'est pas des formations très longues en termes de qualification. OK. Alors après, il y a toute une série de questions sur un peu la préférence vers le loisir plutôt que le travail. Donc, par exemple, Fabienne qui demande pourquoi, quand on commence dans la vie active, qu'on ne trouve pas de travail, on ne peut pas faire de la cueillette ou de la vente ou serveur ou autre en attendant. On a l'impression que c'est moins populaire, les jobs étudiants, que peut-être qu'il y a 30 ans ou 40 ans, mais c'est peut-être qu'une impression, mais c'est un peu ce que je ressens. Alors, Daniel Namias qui demande, est-ce qu'il n'y a pas un sujet culturel qui met en avant les loisirs et donc là, dans le même ordre d'idée, par extension, une certaine forme d'osivité par rapport au travail et qui est peut-être cultivée par les médias. Et Fabienne, toujours sur le même ordre d'idée, qui dit est-ce que si les jeunes ne travaillent pas, notamment, c'est juste parce qu'ils ont assez pour vivre et que voilà, ils n'ont pas besoin, quoi. Donc voilà, pendant leurs études ou en début de carrière, ils ne travaillent pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend qui. Effectivement, je pense que peut-être dans nos milieux, effectivement, il y avait des jeunes qui ont encore la chance de pouvoir vivre au crochet de leurs parents et assez longtemps. Et tant mieux pour eux, mais c'est vrai que je rejoins effectivement que c'est créé pas forcément une culture de la responsabilité d'un point de vue travail. Et je trouve ça finalement pas très, très sain, effectivement. Et pour avoir étudié un peu aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, il y a un point d'orgue, effectivement, tout ça, c'est aussi le coût des études. Aux États-Unis, les études sont payantes. Donc, très jeune, on apprend qu'on prend un emprunt
Et ce n'est pas grave, hein, l'emprunt est très, très ouvert. On a du coup une responsabilité par rapport à sa vie qui est beaucoup plus forte, avec des gens qui travaillent très tôt, de façon à pouvoir gagner un petit peu d'argent très tôt. Et c'est encouragé, c'est accepté et assez valorisé. Là où en France, et pour une question précédente, c'est vrai qu'on a le sentiment que des pauvres étudiants qui sont malheureusement contraints de travailler, ça va nuire à leurs études. Et c'est un réflexe, je pense, qui n'est pas très sain. Je trouve au contraire que le fait de se responsabiliser en tant qu'étudiant pour pouvoir travailler à mi-temps et financer effectivement son quotidien et son logement, c'est des choses qui peuvent être assez saines, je pense, en termes de responsabilisation, plutôt que de gâcher leur temps d'études. Après, après aussi, il y a beaucoup de jeunes qui sont comme en difficulté. Je pense qu'il ne faut pas occulter ce fait-là et qui sont en difficulté financière et qui ont du mal à joindre les deux bouts parce qu'ils n'ont pas des situations personnelles ou familiales qui permettent de les soutenir et pour lesquelles la difficulté à trouver un emploi enfin voilà, est un sujet. Ouais. Ok, merci Alexandre. Alors, il y a d'autres questions de Fabienne. Alors, peut-être, pas seulement, mais tu as notamment parlé des personnes assez peu qualifiées. Alors, après, tu nous diras si la société que tu présides fait tous les types de qualifications. Mais alors, si on pense par exemple aux cadres, aux revenus plus élevés, donc l'assurance chômage, si je ne me trompe pas, inclut de la dégressivité au-delà d'un certain niveau de salaire. Alors, et pourtant, c'est une assurance, donc c'est un mécanisme assurantiel. Donc, est-ce que c'est vraiment juste alors que souvent les charges des gens, c'est des crédits, c'est des charges fixes qui sont relatives au salaire précédent et que c'est difficile de les honorer quand le revenu du chômage devient dégressif et que les gens mettent quand même un certain temps à retrouver du travail. Et plus généralement, est-ce que peut-être ton analyse, elle est différente pour la main-d'œuvre peu qualifiée et pour la main-d'œuvre, disons, cadre, qualifiée, Bac+5, etc., même si tu as parlé aussi de certaines formations Bac+5, de gens qui ne trouvaient pas. Donc voilà, Fabienne dit, même avant la dégressivité, même dès qu'on est au chômage, il y a quand même une perte de revenus. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on n'est plus dans un mode assurantiel pour les cadres, les plus hauts revenus, et comment tu catégorises un peu les sous-composantes du marché du travail, notamment peu qualifiés, qualifiés, et Oui. est-ce que ce n'est pas pareil? Non, alors, je suis d'accord, c'est tout le débat classique. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que les syndicats de cadres sont vent debout pour les questions de justice, sur le fait qu'il est injuste que dans un contexte d'assurance, quelqu'un effectivement qui sont les plus gros cotisants à l'assurance chômage ne puisse pas en bénéficier au juste niveau de leur cotisation, ce qui est une réalité, évidemment. Maintenant, si on se compare à d'autres pays européens, aujourd'hui, le système français est celui où les plafonds sont de très, très loin les plus élevés de ce point de vue-là. Et j'ai tendance à dire que l'assurance est pour se prémunir contre un risque. Le risque, c'est quoi? C'est que la personne ne puisse pas retrouver de boulot. Maintenant, la réalité, c'est que les gens qui sont généralement soldés au salaire, dans le marché actuel qu'on traverse, ils pourraient, dans l'immense majorité d'entre eux, trouver un boulot. Donc, le but de l'assurance, est-ce qu'on se dit que c'est un système, et je l'ai entendu, de dire j'ai gagné mon chômage, j'y ai droit. Voilà, est-ce que c'est une assurance pour permettre aux gens de passer effectivement 2 ans de oisiveté et retrouver un boulot derrière? Ou est-ce qu'on dit que c'est une vraie assurance contre effectivement la perte d'emploi, auquel cas on peut aussi justifier que on peut avoir des périodes effectivement de dégressivité beaucoup plus agressives, de façon à ce que à vraiment inciter les gens à reprendre un boulot, avec aussi un petit effet pervers aussi pour l'avoir vécu autour de moi, qu'en fait les gens souvent se bougent un petit peu à la fin de leur indemnisation. Lorsqu'effectivement ils ont passé au bout de 18 mois, ils commencent à ne pas s'activer. Et en pratique, c'est beaucoup plus compliqué pour trouver un boulot après 18 mois sans activité que peu de temps après, malheureusement. Alors, pour les profils, on va dire, moins qualifiés, évidemment, la capacité à retrouver un emploi, elle est moins facile, donc c'est moins évident. Cela étant dit, on est quand même sur des périodes d'indemnisation qui sont longues, enfin, on est sur 18 mois, 2 ans, et dans certains cas, une fois que les gens ont acquis l'entièreté de leur droit à chômage quelque part, certains peuvent se permettre de rester sur des périodes assez longues, effectivement, sur des périodes de non-travail, avec aussi la réalité, c'est qu'on peut compléter ce revenu avec un petit peu de blague à droite à gauche, et effectivement, ça marche très très bien. Et je mets aussi un peu de côté qu'un autre sujet également, l'ensemble des avantages dont on bénéficie lorsqu'un demandeur d'emploi. Lorsque et c'est tout le débat en fait, des effets de seuil, vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes tout à coup un ensemble d'avantages qui vous sont donnés, passe Navigo,
par exemple, des choses comme ça. Quand vous reprenez un emploi, au début, un emploi peu rémunéré, vous êtes en net, finalement assez perdant par rapport au fait de rester au chômage. Donc, c'est un débat en tant que tel. Ouais, très intéressant. Alors, en continuant là-dessus, il y a aussi pour les gens assez qualifiés cadres, souvent les employeurs ne comprennent pas qu'ils soient prêts à accepter un emploi à un niveau de qualification plus bas. Et quelquefois, c'est malgré en dépit de leur recherche, en dépit de leur souhait même d'accepter un niveau de rémunération plus faible, un niveau de responsabilité plus faible, et ben, les employeurs disent non, non, vous ennuierez, et au bout de 3 mois, vous partirez, donc refuse. Donc ça, c'est un argument un peu contre le fait que les cadres n'ont pas de mal à trouver un emploi. Et moi, j'ajouterais 2 autres questions. Un, qu'est-ce que tu penses de l'effet de la crise du Covid sur le marché du travail? Est-ce que, bon, déjà, j'imagine, ça a bouleversé quand même pas mal de choses. Comment tu le vois, toi, de ton point de vue de président de société d'intérim, les grandes tendances, et qu'est-ce qui va changer? Est-ce que tu vois qu'on va revenir à la normale après, ou au contraire, il y aura une certaine pérennité dans ces changements? Et autre question, quelles sont tes idées que tu aimerais voir passer en termes notamment de propositions de réforme, notamment dans le contexte de la présidentielle? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux et qu'on ait moins de pénurie de main-d'œuvre, voilà, notamment. Plein de questions, hein. Alors, sur les différentes questions que tu évoques, hein, alors, en termes de recommandations présidentielles, alors je vais être assez prudent, hein, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de sujets. Je pense, ce que je trouve dommage, c'est que cette question, en tout cas déjà, de cette pénurie de main-d'œuvre et du paradoxe par rapport au chômage, mériterait d'être beaucoup plus évoquée, ne serait-ce que ça. Aujourd'hui, dans les programmes, tout le monde se gargarise d'avoir un chômage qui baisse. Personne n'est choqué du fait qu'on ait aujourd'hui un plein emploi à 8% et personne ne s'interroge profondément sur les sujets qui sont là. Et je trouve que les 2 derniers éléments, de l'incitation à prendre des emplois, et même la question de l'immigration, hein, qu'il faut aussi poser en ces termes, mériteraient d'être posés dans des termes plus concrets, dans la perspective à nouveau de l'adéquation entre notre demande et notre offre d'emploi. Donc, je pense que c'est des sujets effectivement qui sont importants à traiter et assez vite. Sur ta question, pardon, ta première question, c'était sur les cadres. Les cadres qui en fait se voient refuser, oui, même des postes moins de responsabilité, oui, parce que les employeurs ne comprennent pas. Oui, alors c'est vrai aujourd'hui, hein, c'est des choses effectivement où il y a des barrières que les gens se fixent. Chose qu'on vit beaucoup d'ailleurs sur les cadres, sur les profils seniors notamment. On a beaucoup sur les emplois en CDI où il y a des gens effectivement parce qu'ils sont seniors, tout d'un coup on se met des freins. On dit est-ce que quelqu'un qui a 55 ans accepterait de travailler pour quelqu'un qui en a 40, voire 35? C'est des questions qu'on se pose assez peu aux États-Unis. Hein. Donc je pense qu'il y a effectivement beaucoup de barrières à faire sauter dans ce contexte-là. Mais je pense que justement inciter les gens à prendre un emploi, quel qu'il soit son âge, quelle soit son qualification, c'est des choses qui permettraient justement d'aplanir ce type d'a priori, même du côté employeur. Moi, je vois des cas, hein, de gens parfois qui dévalorisent leur CV. Ce que tu dis est vrai, hein, c'est que quand ils disent je suis bac plus 5, mais jamais on me prendra pour un poste de thèse d'accueil parce qu'ils vont se dire que je vais m'embêter, je ne vais pas être capable d'eux, et qui dévalorisent volontairement leur CV pour être acceptés à des postes entre guillemets moins qualifiés. C'est le cas de la personne dont je parlais tout à l'heure, hein, en tant que thèse d'accueil, ce qui est un peu dommage évidemment. L'autre cas que je vois aussi que je trouve intéressant, c'est que dans les cas des missions temporaires, ce que je fais beaucoup aujourd'hui, tous ces tabous, tous ces a priori qu'ont les gens sautent. Effectivement, lorsqu'il s'agit d'aller prendre une clôture comptable, effectivement, j'ai besoin d'un renfort de 3 mois de personne qui est un pro de la conso. Avoir quelqu'un qui a 55 ans, l'employeur s'en fout. En fait, c'est plus tout un tabou. Et je trouve ça intéressant parce que ça permet justement à la personne de rentrer en entreprise, de faire son boulot. Et les gens se rendent compte, dans l'immense majorité des situations, finalement, que l'âge de la personne n'est plus un sujet. C'est vrai pour l'âge et c'est vrai aussi pour d'autres formes de discrimination par ailleurs, notamment sur l'origine. Donc, je pense qu'effectivement, la promotion des emplois courts moins engageants est peut-être aussi une façon aussi de pouvoir lever tous les a priori que peuvent avoir les employeurs qui sont qui sont pas des sujets forcément pertinents. Et enfin, ta deuxième question sur la partie Covid en termes d'incidence. Alors, je trouve que le Covid a beaucoup chamboulé effectivement pas mal de choses en fait dans le domaine du travail. Alors, la première chose qui est assez intéressante, c'est qu'on vit une petite période effectivement d'après-guerre.
on a connu une période assez difficile où c'était une crise, tout le monde était un peu affecté. Et c'est étonnant de voir à quel point on est remonté vers une activité extrêmement forte et de pénurie de profils qui est extrêmement violente. C'est une bonne chose. Deuxième phénomène, c'est qu'on a effectivement des habitudes qui ont été prises qui sont fondamentalement modifiées, notamment par rapport au télétravail, où des gens, effectivement, aujourd'hui, sur certains profils, cherchent du 100% remote. Il y a des déséquilibres régionaux qui se font de façon beaucoup plus importante. Et dans l'offre d'emploi, le télétravail, je parle plutôt des métiers de cadre, hein, évidemment, fait presque partie des prérequis aujourd'hui qu'ont les gens, avec une adaptation forte d'entreprise par rapport à ça. Troisième impact, et je t'assure, il n'y en a que 4. Hein. Troisième impact, c'est celui du digital aussi. On a constaté, moi je trouve, Mr Temp avait beaucoup investi sur des plateformes digitales en termes de recrutement. Donc, ce qui était un peu ésotérique il y a de cela 3-4 ans est devenu la norme aujourd'hui. Au cours des 2 dernières années, j'ai 1,2 million de candidats qui se sont inscrits sur la plateforme. Et donc, finalement, l'importance ou le caractère indispensable de recevoir des candidats de façon physique est devenu beaucoup moins important. Et enfin, quatrième constat, c'est la volatilité extrêmement forte qu'on a dans la demande. Les employeurs ont de moins en moins de visibilité sur leur demande en termes de ressources humaines. Sans citer de nom, moi j'ai un de mes clients qui a un gros donneur d'ordre dans la distribution et la vente d'électroménagers, voilà, sans citer de nom. Et le client me dit, je n'ai aujourd'hui, tous les habitudes de cycle qu'on pouvait avoir entre le Black Friday, les ventes de Noël, etc., toutes ces habitudes sont totalement perturbées par le Covid, avec des habitudes de consommation qui sont fondamentalement modifiées, avec du coup une visibilité extrêmement faible sur les besoins en ressources humaines qu'il peut avoir, et par conséquent le besoin d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans les demandes qui peuvent tomber. Ok. Merci Alexandre. Donc on approche de la fin. Alors je vais te dire un petit commentaire d'Hubert qui rejoint un peu les discussions les propos que tu viens de tenir sur le passage à des postes moindre qualification. C'est David Fonkinos qui a écrit Vers la beauté, où un professeur devient gardien de musée. Donc voilà, donc ça arrive aussi dans la littérature. Alors peut-être pour conclure, peut-être 2 questions que j'aimerais te poser. Première, est-ce que on a parlé un peu des réformes sur le marché, sur l'assurance chômage, mais en termes d'éducation et peut-être de formation, est-ce que tu as aussi des idées de réformes? Éducation, donc collège, lycée, université, grande école, et aussi formation continue. On voit que la formation, c'était une des grandes réformes du quinquennat, donc peut-être aussi tu peux commenter ce qui a été fait. Et puis peut-être, moi je suis intéressé par, est-ce que tu as un retour sur les types de professions dans lesquelles les candidats s'épanouissent le plus? Est-ce que tu as aussi un peu un suivi des gens que tu places et comment, voilà, comment les gens, voilà, quel type de profession dans laquelle ils s'épanouissent le plus, ou quel retour peut-être tu peux dire sur voilà, comment les gens se sentent par rapport aux professions qu'ils font. Voilà. Et puis après, je te laisserai conclure là-dessus. Alors, éducation, hein, je pense que il y a encore énormément de choses à faire aujourd'hui et que les fondamentaux ne sont pas encore très bien traités. Et quand on parle fondamentaux, pour moi, la première brique, hein, vraiment très en amont, c'est le primaire. Aujourd'hui, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont le plus de mal à trouver un emploi, sont des personnes qui n'ont pas les briques élémentaires, hein, qu'on doit avoir en termes de lecture, de compréhension, sans parler du débat des mathématiques, mais bon, les notions de base, hein, si vous voulez, où les gens deviennent presque inaptes à une interaction avec d'autres personnes, d'autres emplois. Et je pense que cette brique de base, malheureusement, est largement insuffisante aujourd'hui et mériterait effectivement qu'il y ait un vrai renfort au niveau du primaire pour que, voilà, quand on regarde les analyses, on parle beaucoup des statistiques PISA, effectivement, mais sur vraiment le niveau d'évaluation des élèves français en sortie de primaire est de plus en plus désastreux aujourd'hui. Et c'est un vrai frein à l'emploi, quel qu'il soit finalement. Hein. Parce que même un préparateur de commande doit pouvoir lire un document pour dire, tiens, il faut que tu ailles piquer le colis qui se trouve en H4. Et des gens qui n'ont pas de cette connaissance-là, c'est compliqué. Avec aussi les gens qui ont les connaissances du français qui sont limitées. Je pense aux populations d'origine étrangère qui, effectivement, ne pratiquent pas le français à la maison. Donc, il y a des renforts à faire à ce niveau-là qui paraissent extrêmement importants. C'est vraiment la base.
Ensuite, dans la suite du système d'éducation, il y a un tabou, je pense, qu'il faut briser, c'est le tabou du collège unique, où effectivement, on part du principe, qu'il y a une vision un peu idéaliste, que de toute façon, tout le monde doit aller sur les mêmes filières de base pour apprendre les mêmes choses. Alors oui, j'entends qu'effectivement, c'est bien que les gens aient une sorte d'agilité intellectuelle pour traiter tous les sujets. La contrainte de cela, c'est qu'on mélange effectivement des publics assez disparates et on se prive d'avoir une éducation adaptée à des gens qui ont des modes d'apprentissage un peu différents. On a un mode d'apprentissage en France qui est très, on va dire, scolaire, très descendant, très intellectuel. Là, il y a des modes d'apprentissage à l'étranger qui sont beaucoup plus pragmatiques, opérationnels et par l'expérience en tant que telle, qui sont tout autant valorisés à l'étranger et qui en France sont un peu dénigrés. Je pense évidemment aux voies professionnelles, qui sont encore, malheureusement encore beaucoup considérées comme étant des voies de garage en France, alors qu'elles mériteraient toute une valorisation extrêmement forte et qu'il faut arriver à développer. Et je trouve que l'apprentissage, en ce sens, s'y prête très, très bien et qu'il faut vraiment renforcer, inciter et avancer là-dessus. Je pense qu'une fois qu'on aura fait tout ça, déjà, on aura fait déjà des très, très belles choses, effectivement, en termes d'emploi. Sur la partie épanouissement, mon constat, c'est que je pense que c'est des mesures qui sont très personnelles. Je pense qu'il est assez étonnant aujourd'hui. On a des gens qui travaillent sur effectivement des métiers qui en apparence ne paraissent pas extrêmement réjouissants. Je pense que la collecte de déchets, je prends des extrêmes, mais c'est une réalité, la collecte de déchets, la préparation de commandes. Je pense qu'il y a des métiers, quand on a un employeur qui est capable de valoriser ce qu'ils font, sont capables de donner du sens à des choses. Et c'est vrai que, juste pour donner un exemple sur la collecte de déchets, pendant la crise du Covid, on a beaucoup parlé des métiers de la première ligne, qui étaient effectivement les infirmiers, qui étaient effectivement en train de soigner les malades. On a assez peu parlé, pas assez parlé, tous les gens qui faisaient ces métiers manuels, peu valorisés. Et moi, j'ai un de mes clients qui opère dans la collecte de déchets. Et je vous assure que pour aller dire aux personnes d'aller prendre le risque effectivement, de s'infecter, parce qu'à l'époque, finalement, on ne savait pas très bien comment la maladie se transmettait, pour te lever le matin, pour aller ramasser les poubelles des autres, le seul moyen qu'on trouvait vraiment efficace, ce n'est pas la rémunération, c'est tu as une mission aussi à remplir pour la collectivité. Vous soyez surpris de voir que c'est un discours effectivement, où les gens étaient prêts à faire cet effort-là, et des gens qui marquaient sur leur poubelle, merci monsieur le Reaper de venir récupérer les poubelles pour moi, vous contribuez aussi à la société. Je pense qu'en termes d'épanouissement de fierté, on peut trouver la fierté dans n'importe quel emploi, si tant est évidemment qu'on soit adapté et qu'on ait cette adéquation par rapport à ce qu'on souhaite faire. C'est une belle conclusion. Alors, il y a la toute dernière question, ce n'est pas facile d'y répondre. Quel candidat à la présidentielle a les meilleures idées pour réduire le chômage? Je ne sais pas si tu veux essayer de répondre. D'abord, combien même je le saurais, je ne le dirai pas, mais franchement, j'en sais rien. D'accord. OK. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Alexandre. C'était passionnant et je pense qu'on a appris beaucoup de choses et ça mérite d'être creusé encore. On a encore 2 mois avant le premier tour et X-Sursaut va continuer à creuser ce sujet et j'espère que d'autres think tanks et les candidats eux-mêmes vont avancer des propositions là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toi, Alexandre. Merci à tous d'être là. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est le 24 février. Donc, un débat sur les finances publiques donc avec Agnès Verdier-Molinier, François Aycal et Xavier Rago. Et ça tombera à un bon timing parce qu'on va recevoir bientôt, on va donc avoir la publication bientôt du rapport de la Cour des comptes sur l'état des finances publiques en France. Il paraît qu'il est très critique, mais on va voir ça avec intérêt. En tout cas, merci à tous. Merci Alexandre. Très bonne soirée. À bientôt. Merci à vous tous. À bientôt.